Bon vendredi à toutes et à tous, il est 19h30, c'est l'heure des informations sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bonsoir, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Je reçois ce soir sur ce plateau un invité du journal. Il s'agit des cadres de ce pays. Il s'agit effectivement du président Djekombe François, président de l'USPR, Union Sacrée pour la République. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir mon cher Hamid Koumi et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, vous êtes là avec nous comme invité du journal et actualité oblige, Monsieur le Président, nous allons parler avec vous des conflits intercommunautaires. Tout à fait, je suis disposé à répondre à toutes vos préoccupations. Voilà, à tout à l'heure et ça sera en seconde partie de cette édition d'information. Voyons d'abord ce qui fait l'essentiel de l'actualité avant de retrouver notre invité du journal. Les assises de l'atelier du projet intégré pour la lutte contre les inondations et la résilience urbaine qui ont duré 2 jours ont pris fin effectivement ce jour 27 juin 2025. C'est l'adjointe au maire de la commune, 2e arrondissement, qui a clôturé les assises. Haïki Lydia pour le reportage. Coordonné par le Programme des Nations Unies pour le développement, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, cet atelier de 2 jours était riche en contenu au terme de bonne gestion de plaintes en saison pluvieuse. En saison pluvieuse, le curage des caniveaux et la sécurité de la santé dans les lieux de service. C'est la 2e adjointe au maire de la commune du 2e arrondissement, Haché Ahmad Hamad, qui a clore les assises en ce terme. Cette journée a permis de renforcer vos compétences techniques, maîtrise des procédures de traitement des plaintes, de l'enregistrement à la résolution, technique d'écoute active pour mieux cibler les besoins des victimes, notamment dans les cas de discrimination ou de violence. Favoriser le travail collaboratif, échange d'expériences entre communes inspirées des modèles de concertation comme l'atelier. Les participants se disent satisfaits des connaissances acquises lors de cette formation de lutte contre les inondations et la résilience urbaine. Ils livrent leurs impressions. Je suis vraiment très satisfaite parce qu'il y a des choses que je ne savais pas avant et que pendant les 2 jours, j'ai assez appris. Donc c'est un sentiment de satisfaction. La formation de 2 jours m'a vraiment édifié par rapport à la gestion de plaintes. La gestion de plaintes, c'est vraiment une chose très importante pour éviter que les problèmes deviennent des conflits dans les quartiers ou soit dans les carrés. Ça va nous permettre de gérer ces plaintes que les usagers même de la route et aussi devant les devantures, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on fait passer les caniveaux devant leur maison et là ça cause encore d'autres craintes, mais on va gérer avec le concours de publicité du projet. Cet atelier de formation de lutte contre les inondations et la résilience urbaine qui a duré 2 jours a offert l'opportunité d'échange et d'acquisition de compétences dans le domaine du mécanisme de gestion de plaintes. Merci à Lydia pour ce reportage. D'une clôture à une autre, le forum de mobilisation de ressources pour le développement de l'irrigation et le financement du secteur agricole a pris également fin aujourd'hui. Cet événement a été un moment de réflexion autour des nouvelles approches de production et de l'industrialisation agricole. Je vous invite, mesdames, messieurs, à suivre le ministre de la Production et de l'industrialisation agricole, Keda Bala, au micro de Koinito Jacques Jeannette. Nous comptons sur l'agriculture irriguée pour booster la sécurité alimentaire dans notre pays. Les grandes inondations que nous avons connues et qui ont détruit tout ce qu'on avait comme production, même dans les périmètres irrigués. Et nous les avons rattrapés avec les cultures de contre-saison. C'est comme ça que l'irrigation, les aménagements sont importants. À travers cette méthode d'agriculture, quelles que soient les conditions, nous pourrions toujours rattraper et permettre à la population d'avoir à manger. Je tiens à adresser mes sincères remerciements aux représentants de la BAD pour son soutien et l'appui financier du projet PDRS pour l'organisation de cet important événement qui se tient en prélude à la table ronde
sur le PND Tchad Connexion 2030. Ils sont prêts à nous accompagner, à accompagner l'agriculture, les producteurs tchadiens, afin que nous puissions aller vers l'atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire. Au regard de tout ce qui précède, un appel à l'action est lancé. Nous l'avons lancé à l'ouverture de ce forum et cet appel reste lancé jusqu'au PND. Et cette séance d'ouverture, de clôture, est encore une opportunité pour nous pour dire que notre appel reste lancé et nous allons être à votre écoute. Et nous savons que vous nous accompagnez dans ce sens et nous allons aller ensemble dans une synergie totale d'action. Pour le ministère de l'Agriculture, c'est d'accroître la production et c'est encore précisé de doubler la production d'ici l'horizon 2030. Et tout cela est en lien avec la politique du chef de l'État. C'est sur cette note d'espoir et de satisfaction que je déclare clos le forum de mobilisation des ressources, le forum d'entente autour de l'irrigation, autour de l'agriculture irriguée, afin que nous puissions atteindre les objectifs qui sont fixés. Chapitre Société de cette édition d'information dans le cadre de son engagement pour le bien-être communautaire, la mairie du 9e arrondissement de la ville de N'Djamena agit. Elle a organisé une séance de sensibilisation axée sur la paix et l'unité nationale. Koinito Jacques Jeannette était sur place. Voici son reportage. C'est à la maison des jeunes de Walia que s'est tenue cette rencontre significative, réunissant des autorités locales, des représentants de la société civile, des leaders communautaires, des chefs religieux et des jeunes. En ouverture de la séance, le maire du 9e arrondissement a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a ensuite exposé l'objectif de cette rencontre qui a vu plusieurs intervenants s'exprimer, chacun dans sa propre langue, afin de garantir une large compréhension. Le 9e arrondissement, je l'ai toujours vu, c'est le Tchad en miniature. Vous allez retrouver tous les groupes ethniques dans le 9e arrondissement. Vous allez retrouver toutes les forces politiques dans le 9e arrondissement. Vous trouverez toutes les régions, les 23 régions sont représentées ici dans le 9e. Nous avons besoin d'être conscientisés à promouvoir le vivre ensemble. La coordonnatrice de la plateforme de l'unité nationale a souligné que cette initiative a été spécifiquement mise en place suite aux événements tragiques de Mandakao. Notre pays, le Tchad, depuis quelques jours, secoué par des événements tragiques. C'est suite à ces événements tragiques que nous avons mis ensemble pour créer cette plateforme qui est dénommée pour l'unité nationale. Notre groupe est composé de plusieurs corporations. Nous, en tant que Tchadiens, nous sommes soucieux aussi de comment préserver la paix, la stabilité dans notre pays. Le coordonnateur adjoint de cette même plateforme a, quant à lui, rappelé qu'il est impossible de bâtir quoi que ce soit dans un pays sans la paix. Il a appuyé son propos en citant Martin Luther King, « La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse ». Nous sommes une plateforme créée pour sensibiliser nos concitoyens à la paix et à l'unité nationale. La paix, on le dit et on ne cessera jamais de le dire. Elle n'a pas de prix. La paix, c'est un capital, c'est un idéal, une valeur pour laquelle la quête doit être permanente. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille, un symbole fort de l'unité et de l'engagement commun des participants en faveur de la paix et de la cohésion nationale au Tchad. À l'heure où tout tourne autour de l'intelligence artificielle, l'Afrique subsaharienne n'est pas du reste et le Tchad également. Les technologies de l'intelligence artificielle telles que l'agriculture de précision permettent aux agriculteurs d'optimiser leurs ressources et de maximiser les rendements agricoles. Larissa Angakutu.
En Afrique subsaharienne, une révolution technologique silencieuse est en cours. Les petits exploitants agricoles exploitent de plus en plus l'intelligence artificielle dans leur culture. L'intelligence artificielle ou l'IA joue désormais un rôle crucial pour relever les défis les plus urgents de la région tels que l'insécurité alimentaire, la dégradation de l'environnement et les inégalités économiques. L'IA offre un potentiel de transformation énorme pour l'agriculture au Tchad. Elle a le pouvoir d'améliorer l'efficacité, la productivité et la durabilité, en favorisant ainsi la collaboration avec d'autres pays qui l'utilisent déjà, en adoptant des politiques de soutien et en investissant dans l'achat des appareils de l'innovation. Le pays peut tirer parti de l'IA pour assurer la sécurité alimentaire et stimuler la croissance économique. À l'échelle mondiale, l'apport de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture devrait connaître une croissance substantielle, avec un taux de croissance annuel composé de 23% entre 2023 et 2028, passant de 1,7 milliard de dollars à 4,7 milliards de dollars sur cette période. En Afrique subsaharienne, le secteur des technologies agroalimentaires a connu une croissance phénoménale, les investissements privés passant de moins de 10 millions de dollars en 2014 à environ 600 millions de dollars en 2022. Au Tchad, il faut noter qu'il n'y a pas de données statistiques exactes dans ce domaine. L'imaginerie satellite, les drones équipés de capteurs à haute résolution et les systèmes d'information géographique permettent de surveiller en temps réel la santé des cultures, l'humidité du sol et les niveaux de nutriments. Ces technologies permettent aux agriculteurs d'arroser leurs champs et d'appliquer les engrais et les pesticides plus efficacement, réduisant ainsi les coûts et l'impact environnemental. L'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine agricole pourrait devenir un modèle à suivre pour les agriculteurs tchadiens, contribuant ainsi à relever les défis alimentaires et environnementaux tout en garantissant une production agricole en cette période où les conflits agriculteurs et éleveurs font rage dans le pays. Faisons un tour très rapidement hors de nos frontières avant de retrouver notre invité du journal de ce soir. Depuis mai dernier, la RDC, République démocratique du Congo, est officiellement en situation d'épidémie nationale de choléra. Sinon près de 30 000 cas ont été recensés depuis le début de l'année 2025. Une recrudescence des cas inquiète les autorités sanitaires du pays. Suivez ce récit. Selon les autorités sanitaires, au moins 90 cas et une vingtaine de décès ont été recensés depuis quelques semaines, notamment dans les zones les plus défavorisées. Selon l'Institut national de santé publique, Kinshasa recense actuellement 136 cas cumulés depuis janvier, dont plus de 90 au cours des dernières semaines et une vingtaine de décès. Les 23 zones de capitale sont concernées. Médecins sans frontières a déjà déployé un centre de traitement du choléra dans la ville et travaille à l'ouverture d'une seconde structure. Pour le chef de mission de Belgique en RDC, Stéphane Gochibi, la propagation de l'épidémie à Kinshasa vient évidemment du reste du pays. Elle se propage progressivement, il n'est donc pas surprenant de voir la ville affectée. À Kinshasa, le choléra frappe d'abord les quartiers les plus défavorisés, notamment ceux situés en zone inondable. Ce sont surtout les quartiers défavorisés qui sont affectés, ceux qui subissent des inondations parfois causées par des rivières transformées en égouts qui débordent. Devait ajouter M. Stéphane Gotubi, le chef de mission de Belgique en RDC. La situation est aggravée par une saison des pluies tardives. Kinshasa a connu des fortes pluies récemment, alors que la saison sèche aurait dû commencer plus tôt. Cela joue évidemment, mais c'est aussi une question des conditions d'hygiène et de vie. Poursuit-il. La transmission du choléra provoquée par la bactérie Vibrio cholerae est étroitement liée à l'hygiène et à l'accès à l'eau potable. Voilà, place maintenant à notre invité du journal de ce soir. Et comme je l'annonçais au début de cette édition d'information, nous recevons ce soir sur ce plateau comme invité du journal M. Ndjekombe François,
président de l'USPR, Union Sacrée pour la République. Monsieur le Président, bonsoir. Voilà, une fois de plus, bonsoir ou rebonsoir Hamid Koumi. Voilà. Je l'avais dit au début de cette édition, il sera donc question au cours de cette entrée des conflits intercommunautaires, les conflits intercommunautaires. Monsieur le Président, voilà le mal qui secoue le pays ce dernier temps. Quelle est la réaction de l'USPR dont vous êtes leader? Écoutez, je crois que depuis un certain temps, permettez que je vous remercie d'abord pour cette occasion que vous nous offrez. Remercier Electron Télévision, c'est la première fois que je passe sur votre plateau comme invité du journal, donc je vous dis infiniment merci. Pour revenir à votre question, je pense que nous avons quand même assisté depuis un certain temps à une forme un peu de recrudescence des conflits intercommunautaires qui ont touché plus de 3 provinces à la fois avec un nombre important de morts, à savoir le Logone occidental, le Mayo-Kébi ouest et puis je crois le Wadaï. Mais à vrai dire... Il y a également le Salamat. Hein. Le Salamat également. Oui. Voilà, presque 4 provinces. À vrai dire, il n'y a pas... en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui peut expliquer cela. Qu'est-ce qui peut expliquer cela si ce n'est que la haine que les Tchadiens se développent les uns envers les autres. Sinon, il n'y a pas a priori. C'est vrai que nous sommes pendant la période des semis. C'est la période des travaux champêtres. Et comme la plupart de nos compatriotes, c'est des éleveurs et les agriculteurs qui vivent dans des zones rurales, on peut expliquer cela par le fait qu'il y a souvent, en cette période-là, des tensions entre les communautés, surtout entre les éleveurs et les agriculteurs. Mais lorsque vous rentrez dans le fond, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les gens on massacre les femmes, des femmes enceintes, on tue des femmes, on tue des bébés, on tue des enfants, on tue des vieillards. Donc finalement, c'est comme si la vie est devenue, autant pour moi, quelque chose de très banal au Tchad. Donc notre position en ce qui concerne l'Union Sacrée pour la République, nous avons déploré cela. Et lorsque les problèmes, les conflits au niveau de Mandakao se sont produits, dans les quelques jours qui sont arrivés, nous avons effectué donc un déplacement dans notre province, notre province, le Logone oriental, avec notre secrétaire général pour pouvoir également sensibiliser la base, sensibiliser la population au bien vivre ensemble. Donc, a priori, je crois que rien ne peut expliquer ce qui se passe là ces derniers temps au niveau du Tchad. Alors, suite à cet événement malheureux, il faut le dire qu'il y a eu une mission gouvernementale qui a effectué une descente sur le terrain. D'autres organisations également ont effectué des descentes sur le terrain. Mais qu'est-ce que cela a pu apporter comme résultat aujourd'hui? Non, mais écoutez, je crois que c'est tout à fait normal que les gens réagissent, surtout au niveau du gouvernement. C'est normal que le gouvernement puisse... effectuer le déplacement pour voir ce qui ne marche pas, parce que c'est l'exécutif, en fait, c'est le gouvernement qui dirige le pays. Donc, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que le gouvernement puisse agir. Maintenant, vous posez la question, peut-être c'est pour voir un peu l'impact de ces déplacements, de cette descente sur le terrain-là. Et je pense qu'on ne peut pas condamner les députés, on ne peut pas condamner ceux qui sont de telle ou telle province, quelques responsables à des degrés divers, qui descendent dans leur localité pour pouvoir sensibiliser la base, etc., etc. On ne peut pas les condamner, mais moi je pense que ça ne suffit pas. Il faut davantage impliquer la société civile, il faut davantage impliquer les leaders religieux, il faut davantage impliquer les leaders traditionnels, il faut impliquer tout le monde, y compris les leaders politiques. Parce que vous savez, aujourd'hui, ces conflits-là interviennent au moment où nous sommes à une période un peu de ce que j'appelle l'ère des réseaux sociaux. Quand vous voyez aujourd'hui le discours que les gens tiennent sur les réseaux sociaux, lorsque vous voyez, vous lisez des messages dans des groupes WhatsApp, etc., vous avez le sentiment que les Tchadiens
développe une forme un peu de ce que j'appelle le repli identitaire. Oui. Les gens, ils se recroquevillent sur eux-mêmes, ils pensent que ils sont plus importants par rapport à leur village, par rapport à leur région, par rapport à leur province, et que les autres Tchadiens ne sont pas importants. Alors que si vous prenez votre maison a quand même son angle nord, son angle sud, son angle est, ouest, etc. Je veux dire les 4 points cardinaux. Quand vous prenez votre champ, pour ceux qui font les travaux champêtres, lorsque vous prenez votre champ, le champ a quand même son côté nord, le côté sud, etc. Oui. Donc, en réalité, ce qui amène les Tchadiens de nos jours, ce qui nous amène à nous entretuer, moi je pense que c'est, quelque part, c'est une forme un peu de méchanceté et puis une forme de haine viscérale que les gens se développent les uns envers les autres. Mais je n'arrive pas à comprendre parce que les Tchadiens, pour la majorité, nous sommes soit chrétiens, nous sommes soit musulmans. Alors, qu'est-ce que nous disons sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous disons dans les groupes WhatsApp? Et quand nous allons à l'église, et quand nous allons dans des mosquées, quelle est notre attitude? Moi, je pense que si nous sommes chrétiens ou musulmans, c'est parce que quelque part, nous avons quand même une certaine éthique, une certaine morale, et que nous avons une certaine crainte de Dieu. Oui. C'est-à-dire que nous ne développons pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu. Moi, je pense que c'est plutôt la crainte de Dieu qu'il faut développer. Parce que si à l'église, vous vous rangez bien, vous avez de bonnes paroles, de belles mélodies, et que à la mosquée, pareil, et que dehors, vous êtes violent, vous pouvez très bien massacrer, même le poulet, là, pour l'égorger. Il y a des gens qui ont pitié du poulet. Il y a des gens qui sont incapables de faire du mal à un margouillat. Mais quand il faut tuer un être humain, certains compatriotes sont prêts à verser le sang. Et moi, je crois que ça, c'est inadmissible. Alors, dans cette affaire, M. Ndjekombe et François, les différents acteurs ont un rôle fondamental à jouer. Comment situer donc la responsabilité des uns et des autres? Je voudrais parler également, nous avons parlé donc des leaders qui ont effectué des déplacements sur le terrain, y compris vous également, les cadres politiques, les membres du gouvernement également, mais au niveau local, les autorités au niveau local, quel est leur rôle à jouer pour pouvoir vraiment atténuer des choses avant que cela ne devienne trop tard? Non, mais je crois que c'est une question importante, ce volet que vous abordez. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand il y a un conflit qui oppose des communautés, le rôle que jouent les autorités au niveau local, ce rôle-là est prépondérant. Vous avez les autorités administratives, vous avez les autorités militaires, vous avez les chefs traditionnels, vous avez les autorités coutumières, que ce soit les chefs de canton, les sultans, les chefs de village, les chefs de féerique, etc. Les autorités à des degrés divers ont un rôle important à jouer. Et moi, je pense que ces autorités-là sont interpellées pour pouvoir gérer les problèmes qui interviennent avec équité et impartialité. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens, ils gèrent les problèmes en tenant compte, en fait, en regardant la tête du client. C'est-à-dire que si vous avez un problème, j'ai un problème avec Hamid Koumi, il vient devant moi, je le juge en fonction de son appartenance ethnique, religieuse, tribale, clanique, etc., etc. Et ça ne favorise pas le vivre ensemble. Lorsque vous avez un pan de pouvoir, quand vous êtes une autorité, si vous avez la possibilité, sur 17 à 18 millions de Tchadiens, si vous avez la chance d'être désigné pour diriger une province, pour diriger un département, pour diriger un village, etc., il faut considérer cela comme une opportunité et par conséquent en faire un sacerdoce, c'est-à-dire bien gérer de sorte que vous soyez apprécié des hommes, mais aussi apprécié de Dieu, parce que, comme on le dit, là, toute autorité vient de Dieu. Et moi, je pense que c'est parce que les autorités, en fait, tranchent les problèmes de manière partiale. Certaines autorités sont en même temps juges et parties. C'est souvent ça qui cause également des problèmes. Et lorsque un problème éclate, il faudrait donc venir d'ailleurs pour pouvoir régler, ou bien soit certaines autorités, les gens sont obligés de les déplacer, de les affecter ailleurs, etc. C'est parce que leur implication dans les problèmes qui se passent est souvent réelle. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut également penser à la mise en place d'un comité composé également des sages, des leaders politiques que vous êtes, les leaders religieux, les
les jeunes et les femmes pour vraiment mener une campagne de sensibilisation. Est-ce que vous pensez que c'est une proposition qui peut tenir la route? Non, mais moi je pense que c'est une très bonne proposition. Déjà, nous sommes dans la même dynamique, dans la même perspective. Il faudrait en effet qu'il y ait une forme de sensibilisation. Aujourd'hui, ce que vous faites comme télévision ou comme radio, c'est un travail important. C'est-à-dire que vous sensibilisez déjà les populations à travers le message que nous sommes en train de faire passer. Donc, utilisez les médias traditionnels pour la sensibilisation et se servir également des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui une menace réelle pour notre coexistence pacifique, donc pour la sensibilisation. Mais en même temps, l'idée d'avoir une sorte un peu de cette union sacrée-là d'un certain nombre de leaders, de groupes qui puissent aller donc sensibiliser, faire un travail de fond, moi je pense que c'est une idée très très importante. Et moi je pense que je voudrais aussi, avec votre permission, saisir cette occasion pour également plaider pour que le président de la République également puisse être attentif à ces propositions que nous sommes en train de faire là, consistant à faire en sorte que la paix et la stabilité puissent régner. Parce que le problème c'est quoi? Le président de la République est à sa 2e année de mandat. Et il faudrait que son programme qu'il a présenté, que nous avons nous autres soutenu, il faudrait qu'il y ait la paix, la stabilité, pour que ce programme-là soit exécuté. On ne peut pas passer le reste du mandat, c'est-à-dire que le président de la République ne peut pas accepter que le reste de son mandat, les 3 ans et demi qui restent, ou les 4 ans qui restent là, qu'on prenne tout ce temps-là pour régler les problèmes d'insécurité. Donc moi je pense que c'est très très important que les autorités au plus haut sommet de l'État, en l'occurrence le chef de l'État, le maréchal, Mahamat Idriss Déby Itno, puisse prendre à bras le corps, comme on le dit là, qu'il prenne les taureaux par les cornes et qu'il fasse en sorte que la sécurité vienne dans nos villes, que la sécurité revienne dans toutes nos provinces, dans les 23 provinces du Tchad. Il faudrait que la sécurité puisse revenir. Après cet événement malheureux, Monsieur le Président, vous l'avez dit, vous avez effectué une descente sur le terrain. Question de sensibiliser un peu la population à la base, mais que peut-on attendre encore de plus de la part de l'USPR? Écoutez, je crois que l'USPR continue à apporter sa contribution, comme toutes les autres forces politiques donc, du Tchad. Nous continuons à sensibiliser. Vous savez, je vais revenir très rapidement. Vous savez, par le passé, lorsque j'étais enfant, autour des années 80, lorsque ma mère partait au champ, elle fait en sorte que, en fait, elle me confie du mil. Elle dit, bon, il y a les femmes Peul, les femmes Bororo qui vont venir. Donc, si elles viennent, voilà, je leur dis que maman est allée au champ. Bon, la maman avait aussi quelques bribes de Fulbe ou de Fulata. Donc, elle me glisse quelques mots. Et donc, je dis à ces femmes-là que maman est allée au champ. Et donc, je donne le mil et elle récupère le mil. Elle me donne le lait avec le beurre de vache que je garde pour la maman. Et quand elle revient, elle prépare la bouillie, etc. Donc, les populations, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous avons 1 284 000 km². J'ai dit ça un peu dans notre sortie, dans le Logone oriental, il y a de cela presque 1 mois. Je dis, la superficie est restée la même, mais la population a augmenté. Alors que dans les années 60, nous étions autour de 3 millions de Tchadiens. Aujourd'hui, peut-être, nous avoisinons les 20 millions de Tchadiens. La superficie n'a pas varié, les populations ont augmenté. Donc, que faire de cette démographie-là? Cette démographie, malgré sa diversité, doit être plutôt une richesse. Mais même si nous sommes 100 millions de Tchadiens, ce n'est pas une raison de nous entretuer par rapport à l'occupation de l'espace, etc. Donc, moi, je pense que c'est très important, en dehors de la descente sur le terrain, pour répondre à votre question, que pouvait faire l'USPR, l'Union sacrée pour la République, est attentive à toutes les préoccupations, à toutes les propositions qui seront faites par les Tchadiens, soit pour se retrouver, pour aller sensibiliser au vivre ensemble, etc., etc. Parce que les messages, une fois de plus,
qu'on véhicule dans les groupes WhatsApp, les messages sur les réseaux sociaux ne favorisent pas le vivre ensemble. Et il faudrait dénoncer ces choses-là, faire en sorte que les Tchadiens du nord au sud, de l'est à l'ouest ne se regardent pas en chien de faïence, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Monsieur Ndjokombe, bientôt nous allons libérer l'antenne pour laisser la place à Hissène Rodoumbay pour le journal en arabe. Mais avant de vous libérer, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des différents acteurs que vous suivez en ce moment? Ok, avec votre permission, je voudrais regarder ma caméra et appeler tous les Tchadiens, tous les compatriotes. Si vous m'écoutez ce soir, et je sais que vous êtes nombreux à suivre ce journal, nous devons mettre de l'eau dans notre vin. Nous devons nous accepter les uns les autres. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, malgré nos différences. Nos différences ethniques, tribales, religieuses et que sais-je encore, ça ne doit pas être un frein à notre cohabitation pacifique. Et c'est pour cette raison que le sang a trop coulé au Tchad. Et il faudrait que ce sang-là puisse s'arrêter. Donc je voudrais interpeller tous les acteurs, mais en l'occurrence, mes compatriotes, mes collègues chefs de parti, pour que nous puissions, parce que généralement, on accuse également les chefs de parti d'attiser le feu, de jeter de l'huile sur le feu, etc. Et moi, je pense que c'est l'occasion d'interpeller tous nos compatriotes, d'appeler tous les Tchadiens qui nous suivent au vivre ensemble. Je pense qu'on n'a pas besoin de ce sang-là qui continue à couler. Voilà, nous devons faire, nous ne sommes pas des zombies, nous sommes des hommes. Et je pense que l'instinct grégaire nous pousse à vivre ensemble. Et cette vie communautaire-là est aujourd'hui menacée par des massacres à grande échelle dans plusieurs provinces du pays. Je crois que nous devons mettre fin à cela. Une fois de plus, je voudrais vous remercier, M. Hamid Koumi, et remercier infiniment Electron Télévision pour cette occasion que vous m'avez donnée ce soir pour pouvoir passer ce message à nos compatriotes. Monsieur Ndjokombe François, Electron Télévision, c'est votre maison. Vous êtes un habitué donc de nos plateaux. Vous répondez toujours présent à nos sollicitations. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Voilà. C'est la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Electron TV, la vision du futur.